Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente de le faire et je vais te parler d'une femme qui a vécu en URSS, Evgenia Yaroslavskaï Markon. Je ne suis pas un homme. Je n'ai pas d'idées politiques. Je n'ai pas d'avis. Evgenia est née en mai 1902 à Moscou. À ce moment-là, la Russie était encore dirigée par les tsars, et précisément le tsar Nicolas II, et Moscou n'était pas la capitale. Elle naît dans une famille bourgeoise juive ashkénaze, avec un père philologue de la langue hébraïque et une mère très engagée politiquement. D'ailleurs, sa mère et sa famille maternelle vont être très présentes dans la révolution de 1905. La révolution de 1905, c'est une révolution moins connue que celle de 1917. Elle est considérée justement comme sa préparation. Et je vais commencer d'emblée à te raconter cette révolution. Donc, suite à des licenciements, des ouvriers de l'usine Poutilov se mettent en grève, donc ouais, on rentre direct dans le vif du sujet. Petit à petit, la grève s'étend à d'autres usines et des manifestations pacifistes ont lieu. Les travailleurs de Saint-Pétersbourg établissent ce qu'on appelle Pétition des travailleurs et des habitants de Saint-Pétersbourg du 9 janvier 1905. Alors, je te passe les détails, mais en gros, ce qu'ils voulaient, c'était la mise en place d'une assemblée de travailleurs. Ils voulaient aussi des mesures contre l'ignorance du manque de droits du peuple russe, des mesures contre la pauvreté du peuple, et des mesures contre l'oppression du capital sur le travail. La libération des révolutionnaires emprisonnés, des meilleures conditions de travail et la suppression de la censure sont aussi des points mentionnés. Un beau programme qui fut réprimé dans le sang. La répression qui a lieu suite à la manifestation qui portait cette pétition prit le nom de Dimanche Rouge. C'est à peu près à ce moment-là que démarre la révolution de 1905. Alors là, il y a des grèves qui suivent dans tout le pays, qui est paralysé d'ailleurs, des émeutes et des meurtres ont lieu, et ça fait un peu chavirer le régime tsariste qui perd en légitimité. C'est pour ça qu'on la considère comme un début de la révolution d'octobre 1917. Elle a préparé le terrain. Donc sa famille est assez engagée là-dedans, et Evgenia, elle s'en fout parce que elle a 3 ans. Je précise qu'il y a très peu de sources sur elle. La majorité des informations que je vais te donner aujourd'hui viennent de son autobiographie. C'est une autobiographie qui a été écrite peu avant sa mort, mais je t'en parle après. Elle a toujours mis un point d'honneur à être honnête. C'est pour elle la qualité la plus importante. Dans mon enfance déjà, je me disais toujours, comme ce serait bien que nous soyons, moi et tous les autres êtres humains, transparents, comme en verre, et qu'on puisse voir entièrement, comme à travers une vitrine, toutes nos pensées, tous nos désirs, tous les véritables mobiles de nos actes. Mais bref, je reprends sa vie dans l'ordre chronologique. Comme elle le dit, elle a grandi sous 3 influences. Celle de son père, religieux mais scientifique, à qui elle a pris son côté curieux et logique, celle de la famille de sa mère, intellectuelle et révolutionnaire, grâce à qui elle s'est rendue compte de ses privilèges bourgeois, et celle de sa gouvernante allemande qui l'a élevée depuis toute petite, une femme très rigoureuse, qui lui a appris l'honnêteté et l'amour de la culture allemande. Devenir, quand je serai grande, une révolutionnaire vivant dans la clandestinité, était pour moi un projet fermement arrêté. Mais j'avais un autre rêve, encore plus doux, un rêve secret, celui de rejeter tout ce qui relevait de l'intelligentsia, de renoncer même à mon instruction, d'abandonner les études, de quitter ma famille et de partir à jamais pour travailler à l'usine, et même d'épouser non pas un intellectuel, non pas un leader révolutionnaire, mais un simple ouvrier. Ce qu'elle raconte aussi, c'est qu'entre ses 6 et 12 ans, elle a réfléchi à des idées très importantes, l'égoïsme absolu de l'humain et le fait que les individus sont tous innocents, que personne n'est coupable de ses actes et que ce qui te caractérise, c'est un enchaînement de causes dépendant du reste du monde. Si je voyais un tchéquiste se noyer, je lui tendrais la main sans réfléchir pour le sauver. Ce qui ne m'empêcherait pas, bien entendu, d'abattre le même homme dans l'exercice de ses fonctions, de l'abattre comme un chien. À 13 ans, elle se passionne pour l'idée de révolution, une passion tellement énorme qui, comme elle le dit, ressemblait à une passion amoureuse. Comme tous les enfants de 13 ans, c'est bien connu. Ce qu'elle dit aussi, c'est qu'au même âge, elle a commencé à lire Plekhanov, qui était une lecture un peu chiante, mais elle voulait être une propagandiste érudite. Je te le rappelle donc, tu es totalement légitime de vouloir une putain d'énorme révolution anarchiste, et on s'en fout si t'as pas lu tous les livres de théorie. Et donc pour info, Georgi Plekhanov, c'est un énième philosophe qui a notamment contribué au développement de l'idée marxiste en Russie. Elle parle un peu de comment elle a vécu ses années scolaires. J'étais là, assise devant un problème d'algèbre, tandis que les masses ouvrières me tournaient dans la tête. Elle s'était mise en tête de ne rien laisser passer dans son lycée, toutes les élèves seraient défendues et elle ne plierait devant personne. Elle avait en tête que les élèves étaient une masse opprimée, mais les profs et la direction qui incarnaient le pouvoir, des oppresseurs. Elle explique y avoir réfléchi et trouvé son raisonnement stupide. Les élèves de son lycée étaient des descendantes de familles bourgeoises, alors que les professeurs faisaient partie de la gauche progressiste.
Je vais donc parler du moment tant attendu, la révolution d'octobre 1917. Eugénia avait 15 ans à l'époque. D'après son autobiographie, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à sortir de la théorie pour privilégier l'action directe. Mais je fais une pause à son sujet pour te faire un rappel historique de ce qui s'est passé en 1917. Déjà, la révolution d'octobre n'a pas démarré comme ça du jour au lendemain. Pour te remettre dans le contexte, on est en pleine guerre mondiale. Comme dans beaucoup de pays, les soldats crèvent au front et les civils crèvent de faim. En mars 1917, les ouvrières de Petrograd, qui était la capitale impériale, descendent dans la rue pour réclamer de la nourriture. Les hommes sur place se disent qu'elles sont en train de démarrer quelque chose et les rejoignent. Au bout d'un moment, ce rassemblement pacifiste n'est plus seulement là pour de la bouffe, mais liste des revendications politiques. Le détrônement du tsar est une de ces revendications. Le gouvernement impérial ordonne aux soldats de tirer sur la foule, mais une majorité des soldats refusent et se rangent aux côtés des manifestants et manifestantes. Le tsar Nicolas II finit par abdiquer quelques jours plus tard. Il a dû un petit peu flipper, et du coup c'est son frère Mikhail Alexandrovitch qui est censé reprendre le trône, mais les conséquences font que non. Du coup bon, Michel aussi ça dégage, et c'est une assemblée constituante qui gère le pays. Une assemblée composée en grande majorité de bourgeois. Alors au début, ils votent des lois qui font dire à tout le monde que c'est bien, comme par exemple la suppression de la peine de mort. Mais très vite, le peuple se rend compte que ces réformes ne sont pas assez poussées, elles ne sont pas assez radicales. Sauf que beaucoup de marxistes, qui se disent intellectuels, considèrent que les ouvriers et paysans russes sont trop cons pour pouvoir réfléchir à l'avenir de leur pays et acceptent que les bourgeois s'autocommandent tout en disant que, plus tard, on pourra petit à petit se défaire de l'état bourgeois. Sauf que le peuple a faim et on n'a pas le temps d'attendre petit à petit de se défaire de l'état bourgeois. Et là, tu les attendais, arrivent Trotsky et Lénine, bien décidés à faire une insurrection armée. Cette idée a été beaucoup critiquée mais a finalement été validée par le comité central du Parti communiste. La nuit du 24 octobre du calendrier grégorien a finalement lieu l'insurrection. Le comité militaire révolutionnaire s'empare des points stratégiques de Petrograd, et de fil en aiguille, un gouvernement bolchevique se met en place. Mais je te passe les détails, je retourne à Eugénia. Donc elle, à ce moment-là, elle est super contente. Elle aide notamment des soldats à libérer des prisonniers encore enfermés dans la forteresse de Litovski. Quelques mois plus tard, elle était chez sa grand-mère à Moscou, où elle s'inscrit au Parti social-démocrate unifié. En gros, le POSDR, on l'appelle comme ça parce qu'en russe ça se dit. Российская социал-демократическая рабочая партия. C'est une organisation marxiste. Révolutionnaire pour changer. Elle se crée en 1898, mais 5 ans plus tard se divise en deux factions. Les bolcheviks, avec Lénine à leur tête, qui eux dégagent et fondent le parti communiste, et les mencheviks. Mencheviks, c'est un terme qu'on connaît pas trop, donc pour te le résumer, déjà mencheviks, ça vient de menchivsto, qui se traduit par minorité. Je sais pas toi, moi j'aime bien les courants politiques qui ne prennent pas le nom de leur leader suprême et rajoutent ist à la fin, mais ils ont quand même leur champion, c'est Julius Martov. Je vais pas rentrer dans sa biographie parce que c'est pas du tout le sujet. De ce que j'ai compris, la grosse différence entre les deux courants, c'est que Lénine, donc les bolcheviks, voulaient dans leur parti que des professionnels de la révolution, alors que les mencheviks voulaient un parti de masse, c'est-à-dire permettre au plus grand nombre de faire partie du parti. Je m'égare, je reviens sur la vie d'Eugénia. Son rôle était de vendre ou de distribuer les journaux, mais elle perdit contact avec l'organisation à son retour à Leningrad. Je te mets un passage que j'aime bien dans lequel elle compare la révolution d'octobre à celle de février. La révolution d'octobre me plut davantage encore que celle de février. Celle de février semblait dire à chaque pas « Permettez, je suis une jeune fille honnête ». La révolution d'octobre se mit tout de suite à poil. « Regardez tout ce que j'ai. Vous avez la même chose, faites pas vos saintes nitouches. J'en ai envie, et basta ». Les vivres étaient bien sûr rationnés. Bien qu'ayant assez de moyens pour se procurer de la nourriture supplémentaire, elle décide de s'en contenter. Elle écrit au sujet de ce que la faim a fait endurer à son corps, mais surtout à son esprit, qu'en gros elle n'arrivait plus à penser à quoi que ce soit. Je m'en tenais consciemment à mon unigration, mais ce n'est pas à la révolution, ni au prolétariat que je pensais constamment, mais au pain chaud, pesant, savoureux, aux pommes de terre tendres et friables, aux millets bien épais. Et moi, j'avais jamais envisagé la famine comme un moyen de rendre un peuple ignorant. Mais petit à petit, elle s'est posé des questions sur les moyens qui la poussaient à se contenter de la ration journalière alors qu'elle avait le privilège de pouvoir plus manger. Elle s'est rendue compte assez tôt de la supercherie du communisme bolchevique, même si le mot est bien faible, et a repris à manger. Elle a aussi quitté le studio d'art où elle faisait ses études parce que trop communiste.
Donc elle continue à se poser des questions et se rend compte que le pouvoir bolchevique n'est pas du tout ce qu'il promettait. Elle utilise le terme déçu pour parler du communisme. Sa déception fut encore plus grande quand arrivèrent les événements de Kronstadt. En mars 1921, les marins de Kronstadt se révoltèrent contre le pouvoir bolchevique. C'est à ma connaissance la plus forte opposition contre le régime bolchevique commise par des Russes. Kronstadt est une base navale située à 25 km de Petrograd. Les quelques 50 000 personnes qui y vivent et y travaillent là-bas sont très engagées et ont été extrêmement importantes dans les révolutions de 1905 et 1917. Et en fait, sûrement par sa géographie, donc d'île, les habitants et habitantes ont pu évoluer un peu en dehors du système en place. Ils ont mis en place des assemblées, une démocratie directe, etc. Mais leur autonomie reste limitée. Evgenia n'est pas la seule déçue par le régime. Comme je le disais, en mars 1921, la guerre civile opposant bolcheviques et tsaristes est terminée. Maintenant, le pouvoir fait face à d'autres révoltes, souvent de révolutionnaires qui attendaient mieux que ça de la révolution d'octobre, dont notamment justement les habitants et habitantes de Kronstadt. Les bolcheviques utilisent pour réprimer ces mouvements des moyens comme du gaz ou des déportations. Les marins rédigent donc une liste de revendications. Après avoir entendu les représentants des équipages qui ont été délégués par l'Assemblée générale des bâtiments pour se rendre compte de la situation à Petrograd, cette assemblée prend les décisions suivantes. 1. Organiser immédiatement des réélections aux soviets avec vote secret et en ayant soin d'organiser une libre propagande électorale pour tous les ouvriers et paysans, vu que les soviets actuels n'expriment pas la volonté des ouvriers et des paysans. 2. Accorder la liberté de la parole et de la presse pour les ouvriers et les paysans, pour les anarchistes et les partis socialistes de gauche. 3. Donner la liberté de réunion et la liberté d'association aux organisations syndicales et paysannes. Le reste des revendications est facilement trouvable sur internet. Je m'égare beaucoup du sujet, donc je te donne la suite des événements très rapidement, mais renseigne-toi toi-même parce que c'est vraiment super passionnant. Kronstadt se réorganise en communes. On organise des élections et des réunions au sujet de l'avenir de l'île et de la lutte contre les bolcheviks. Début mars 1921, le Parti communiste réagit en commençant une campagne de propagande contre les marins. 2 jours plus tard commence le blocus de Kronstadt. Vous êtes cernés de tous côtés. Quelques heures passeront encore et vous serez obligés de vous rendre. Kronstadt n'a ni pain ni combustible. Si vous vous obstinez, on vous tuera comme des perdrix. Le 7 mars, la révolte armée commence. Elle est numériquement inégalitaire, 50 000 soldats communistes contre 15 000 soldats et marins de Kronstadt. Des armes chimiques sont utilisées contre les navires et en 10 jours, la commune tombe. Je m'arrête là pour la situation, mais il y a plein d'autres choses à dire. Donc pour résumer, Evgenia est déçue de ce qui lui avait donné tellement d'espoir quelques années auparavant. Maintenant, elle écrit des poèmes contre le pouvoir en place, ce qui ne paraît pas très impactant, dit comme ça c'est vrai. Elle débat dans des cercles étudiants, mais elle ne fait pas l'unanimité. 2 choses. Ou bien vous travaillez paisiblement dans vos organisations culturelles et éducatives, ou bien, si vous sentez en vous la force de lutter vraiment, vous allez là-bas, au cœur du peuple, et vous faites de la propagande, non pas parmi les étudiants, mais au milieu des grandes masses. C'est à ce moment-là aussi qu'elle se pose des questions sur le concept de révolution, du fait que la Russie soit maintenant contre-révolutionnaire et que Kronstadt était bien plus à gauche et bien plus cohérente. En gros, elle découvre l'anarchie. Elle raconte aussi que vers ses 20 ans, en 1922, elle a envie d'aimer. Ça tombe bien, parce que à tout hasard, lors d'une soirée de biokosmite, elle fait la connaissance d'Alexandre Yaroslavski, qui vient de Moscou pour une série de conférences. Alexandre est en gros un mec très important dans les mouvements littéraires et artistiques russes, et il est tout aussi important dans les milieux anarchistes. Elle dit que le biokosmite est un courant littéraire, et qu'Alexandre est à la tête du comité poésie des biokosmites. Sincèrement, j'y connais rien du tout. J'ai voulu m'enseigner et sur Wikipédia, j'ai lu Le biokosmisme est une orientation de la philosophie et de la littérature russe des années 1920, au début du XX siècle, dont les fondements et les objectifs étaient la conquête du maximum de liberté de l'individu dans ses actes jusqu'à la liberté de déplacement dans le cosmos, la diffusion de l'influence de l'activité humaine dans l'ensemble de l'univers, l'acquisition de l'immortalité physique, la capacité de contrôler et de transformer l'univers, de gérer le temps, de ressusciter les morts, etc. Il a été associé à l'anarchisme. J'avoue ne pas avoir pris le temps de creuser, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais j'imagine que c'est du transhumanisme avant l'heure. Là, elle nous fait un petit moment romantique où elle nous explique que c'est l'homme le plus incroyable du monde. Il m'a fait penser à un chaton, une douceur infinie. Nous nous sommes aimés qu'après le mariage. Notre amour plus grand et fort, imagination créative, talent génial, ses yeux marrons à la fois tristes et malicieux, sagesse universelle. Il aidait quiconque était dans le besoin. Une grande amitié entre 2 compagnons d'armes. C'est assez romantique. Ensemble, ils donnent des conférences littéraires ou anti-religieuses. En gros, c'est le point culminant de sa vie, le méga kiff.
Elle est avec un mec qu'elle aime et ensemble, ils traversent toute l'Union soviétique pour parler et débattre des sujets qui les passionnent. Il fallait le vivre pour comprendre tout le plaisir que nous procurait notre travail de création commun. Même si, à vrai dire, il était seul à créer. Je ne jouais qu'un rôle purement technique en tapant à la machine. Mais il m'entraînait dans sa création. Et là, du coup, ce que je comprends, c'est qu'elle vit complètement dans l'ombre de son mari. Ensemble, ils donnent des conférences en Europe, mais elle est exclue des débats. Elle n'en parle pas comme ça, elle voue une adoration à Alexandre et trouve tout ce qu'il fait admirable. Ils sont à Berlin et tous deux publient des articles. Lui sous son vrai nom, elle sous un pseudonyme. Elle parle beaucoup de lui, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a dit, et j'avoue être déçue de ne plus lire un récit comme elle avait écrit sur son adolescence, mais pas de panique, ça va revenir. À un moment, Alexandre décide qu'il veut retourner en Russie. Evgenia, ça l'intéresse pas du tout, elle adore l'Europe centrale et elle aimerait y rester. Elle va le persuader de continuer. Après tout, c'est vrai. Si je rentre en Russie, ce sera pour me faire fusiller. Alors pourquoi ne pas visiter Paris en dernier lieu, avant de mourir ? Sur son séjour à Paris, elle raconte qu'elle a voulu, comme quand elle était à Berlin, étudier la vie parisienne. Mais pas n'importe quelle vie. La vie des personnes mises en marge de la société, et dans ces cas-là, les milieux criminels et les milieux de la prostitution. Elle rencontre des gens dans un asile de nuit, rue des Saules, et elle rappelle qu'en Russie soviétique, les asiles de nuit sont payants. Elle trouve bien plus appréciable les bourgeois français qui mettent à disposition ce genre de lieu, plutôt que les pseudo-socialistes russes. Je t'expliquerai plus tard que c'est ce type de milieux qui vont guider Evgenia toute sa vie. Mais Alexandre veut finalement de nouveau rentrer. En gros, même s'il n'est pas d'accord avec la Russie soviétique, il a quand même trahi son pays et il en a marre d'être un lâche. En gros, c'est juste une question d'ego, il préfère être fusillé là-bas que de continuer à vivre ici. Alors elle accepte et elle le suit. Ils rentrent donc tous deux en Russie, à Leningrad. Les jours qui suivirent leur retour furent parmi les plus heureux de notre vie. Mais Alexandre ne tarde pas à se faire arrêter, accusé d'avoir discrédité l'URSS dans son séjour à l'étranger par voie de calomnie dans la presse étrangère. Donc ouais, ça craint, c'est triste. Mais ça va ouvrir plein de possibilités pour Evgenia. Elle a toujours été passionnée par les gens des rues, les gens qui volent, les prostituées, les vendeurs de journaux, etc. L'arrestation de son mari et camarades va lui permettre de tester une nouvelle vie. Quelle vulgaire mesquinerie que de s'apitoyer sur le monde du crime tout en restant en dehors. De l'observer, mais de loin. Ou même de se livrer à des expériences sociales, en se déguisant, comme certains journalistes excentriques occidentaux, qui travestis en gueux, se présentent à l'asile de nuit ou bien pénètrent dans un quartier pauvre et malfamé, pour le lendemain filer droit chez eux et par un bain matinal se purifier de toute cette saleté. Quel cauchemar! Et s'il y avait des poux? Non. J'ai décidé de plonger dans la racaille pour de bon. Non pas comme une noble étrangère, mais comme une égale. J'ai décidé d'apprendre à voler. Pour elle, le vol est un métier, mais elle ne savait pas trop comment s'y prendre au début. Elle commence par vendre des journaux parce qu'elle aime passer la journée dans la rue. Elle nous donne en quelques lignes des techniques pour bien vendre ses revues. Un mois plus tard, Alexandre est transféré à la prison de Moscou. Elle le suit là-bas. Elle aime pas cette ville, trop de règles, moins de gens instruits, trop de flics, trop dur de vendre des journaux. Elle aurait pu, de par son diplôme, trouver un emploi moins dur et mieux payé, mais elle trouve ça dommage de quitter la rue. Et même alors que son quotidien est déjà dur, elle quitte le logement de sa tante et décide d'aller dormir avec, comme elle le dit, les gosses des rues. Elle est vraiment fascinée par ce monde de la nuit et veut y trouver sa place. C'était compliqué, elle essaya de vendre des fleurs mais ça a pas trop marché. Elle y allait non pas parce qu'elle se sentait supérieure et voulait leur apprendre quelque chose, mais bien parce qu'elle voulait apprendre d'eux. Elle essaya néanmoins d'organiser des actions politiquement réfléchies. Une nuit, la majorité des truands, comme elle les appelle, donc j'imagine à ce moment-là qu'elle parle des voleurs ou des arnaqueurs, furent arrêtés. Et elle proposa que les prostituées utilisent une nuit de salaire pour envoyer des colis aux camarades. Alors malheureusement, ce ne fut pas possible parce que les noms complets des personnes arrêtées étaient inconnus. Son rêve était de mettre en place une organisation, et non un parti, de tous les malfrats. Elle explique ensuite toutes les idées illégales qu'elle attribue à cette organisation. Mais elle écrit « Si je raconte tout cela aujourd'hui, avec tant de franchise, c'est parce que je m'attends de toute manière à être fusillée. Par conséquent, je ne pourrai jamais, de toute ma vie, mettre ce plan à exécution. » Elle raconte ses moments de vie que je vais pas te détailler parce que ce serait bien trop long, mais sache en tout cas que son nouveau métier de voleuse se passe très bien. Sa spécialité était le vol de valises dans les gares. En 1929, elle se rend pour la première fois aux îles Solovki. Alors je te fais un nouveau point historique parce que c'est des îles super importantes pour la Russie soviétique, et aussi pour notre histoire. Avant 1917, c'était un monastère, mais les îles deviennent le premier goulag de l'URSS en 1923. Les opposants et opposantes politiques et religieux y étaient enfermés. C'était un super plan pour les communistes, parce que déjà c'était isolé géographiquement, enfin c'est une île quoi. Il y avait des infrastructures, et l'endroit pouvait fonctionner en autosuffisance avec le bois, la pêche, l'élevage, etc. En gros, ils ont dégagé les religieux, ils ont foutu le feu, ils ont volé les objets de valeur, qui avaient déjà été volés par les religieux bien sûr, et ils ont réquisitionné les lieux. Les prisonniers sont répartis en 3 groupes.
les KR, les contre-révolutionnaires qui veulent le retour du tsar, les politiques, anarchistes, etc., là où sera Evgenia plus tard dans notre histoire, et les autres, coupables de vol, prostitution, etc. Le camp s'appelait le Slon, ou le SLON, je sais pas trop comment on dit, camp du Nord à destination spéciale. Lénine disait que c'était un prototype de camp de concentration, et d'après lui... Pourquoi éliminer les contre-révolutionnaires alors qu'ils peuvent nous être utiles? Donc t'imagines bien l'ambiance, torture, viol, travaux forcés, humiliation, et aussi des expériences scientifiques qui étaient menées. Le mot communisme ne voulait absolument rien dire là-bas. Ton taux de nourriture t'était attribué en fonction de ton travail pour motiver les prisonniers et pour éliminer les gens considérés comme trop faibles. Les relations sexuelles étaient interdites. Quand quelqu'un tombait enceinte, c'était généralement un viol et les enfants étaient envoyés dans les orphelinats soviétiques. Le Slon, ou SLON, fut fermé en 1932. On ne sait pas trop combien de gens y sont morts, ça tourne autour de 100 000 personnes. En 1990, c'est la chute de l'Union soviétique, donc les religieux récupèrent le lieu, même s'ils sont clairement bien moins nombreux qu'avant. C'est franchement un cimetière, les ossements des milliers de personnes assassinées sont enfouis dans le sol. Donc maintenant c'est un lieu super religieux pour l'église orthodoxe russe, et c'est aussi un lieu de pèlerinage, presque de tourisme. Mais en 1929, Evgenia n'y va pas en tant que prisonnière, mais pour une visite. Elle va voir Alexandre Yaroslavski qui a obtenu la permission de la voir. Elle revient de cette visite et reprit son métier de voleuse. Les affaires marchent toujours bien, sauf le jour où elle se fit prendre et envoyée en prison. À mon 4e jour de détention, pour rompre un peu la monotonie carcérale, je faillis fendre le crâne d'une surveillante avec le couvercle métallique de la tinette, ce qui me valut d'être transférée dans un cachot glacé de la tour nord. Elle sort, mais se fait arrêter 2 ou 3 autres fois sur sa route et est condamnée à 3 ans de déportation dans le district de Tcheripovet. Là-bas, elle se trouve une maison abandonnée par les pouvoirs publics en place dans la ville de Ousti-Oujna et s'y installe. Cette maison était déjà occupée par une dizaine de voleurs ou mendiants qui l'accueillirent. Elle abandonna le vol pour se consacrer à sa nouvelle fonction. Diseuse de bonne aventure. Contrairement au vol qu'elle pratiquait par conviction, diseuse de bonne aventure c'était un métier qu'elle faisait uniquement pour se nourrir, elle et ses camarades. Et aussi c'était moins dangereux. Elle dit que grand nombre de femmes de la ville faisaient appel à elle et qu'elle, comme à son habitude, était toujours d'une insolente honnêteté, mais qui plaisait à ses clientes. Elle était appelée dans des maisons de bourgeois et bourgeoises qui, en plus de faire appel à ses services, lui donnaient à manger et à boire pour éviter que les voleurs, donc ses colocs, ne cambriolent pas leur maison. Mais bon, cette belle vie s'arrêta vite parce qu'elle fut condamnée, 3 semaines après son arrivée, pour une affaire de cambriolage de magasin. Elle est exilée en Sibérie, où il lui arrive encore des aventures, mais l'épisode commence à être long, alors je te laisse le soin de les découvrir toi-même. En 1930, le 17 juillet, elle se fait arrêter à Kem, notamment pour complicité de tentative d'évasion. C'est une histoire un peu floue dont elle ne parle pas elle-même, mais il est probable qu'elle ait essayé de faire libérer Alexandre avec l'aide d'amis à elle, et on ne sait pas trop comment elle s'est faite prendre. En août, elle se fait elle-même transférer aux îles Solovki. Quelques mois plus tard, Alexandre est exécuté. Elle fait une propagande énorme parmi ses codétenus, leur conseillant de ne pas travailler. Son autobiographie termine de cette façon. Vous savez tout de ma vie à présent. Vie de la lycéenne révolutionnaire, de l'étudiante pleine de rêves, de l'ami du plus grand des hommes et des poètes, Alexandre Yaroslavski, de l'éternelle voyageuse, de l'anti-religieuse itinérante, de la journaliste de roule, de la crieuse de journaux, de la voleuse récidiviste et de la vagabonde diseuse de bonne aventure. Alors du coup, je me suis énormément appuyée sur ce livre, cette autobiographie, finie le 3 février 1931. Elle s'est fait fusiller 4 mois plus tard, le 20 juin 1931, coupable d'actes terroristes et de propagande anti-révolutionnaire. Mais il y aurait eu encore des pages à écrire, puisque entre ces 2 dates, elle a, d'après une ordonnance de renvoi, tenu un discours anti-soviétique, a eu l'intention de commettre un acte terroriste contre un représentant de l'administration du camp. Elle a hurlé « Bourreaux, monstres, vampires, bientôt vous subirez tous le même sort, mais pas d'une balle, d'une bombe. Ma vie n'aura pour but, désormais, que de porter préjudice au pouvoir soviétique. » En apprenant la mort de son mari. Elle a frappé un gardien, continué la propagande, s'est écrit « mort aux tchéquistes » sur les seins, a tenté de se suicider, a continué sa propagande, a pissé sur de la nourriture, a retenté de se suicider et a, encore une autre fois, lancé une pierre sur un soldat, a appelé les autres détenus à ne pas travailler et a bien sûr continué sa propagande anti-bolchevique jusqu'au bout. C'est la fin de cet épisode. Moi j'ai adoré lire cette autobiographie qui est extrêmement révélatrice du personnage et que je te conseille. Elle est traduite en français bien sûr. D'ailleurs j'ai dû faire beaucoup de fautes de prononciation. Moi ça m'a fait vraiment kiffer de parler d'elle. J'espère que t'as aimé l'écouter aussi. À bientôt.